J'espère que vous m'entendez tous bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Régis Poli, le vice-président de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne en charge du commerce. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire qui va nous permettre de vous restituer les résultats de la 11e enquête consommateur sur la grande région lyonnaise. Nous avons déjà diffusé ces résultats en avant-première lors d'une soirée chez nous au Palais de la Bourse le 8 mars. Et nous souhaitions permettre à celles et ceux d'entre vous qui n'avaient pas pu y assister de pouvoir disposer de ces informations fondamentales. Mais avant cela et en introduction de ce webinaire, j'aimerais revenir sur 2 points qui nous montrent l'importance et les enjeux stratégiques de cette enquête. Premièrement, vous rappelez que c'est une enquête qui est unique en France, à la fois par son historique, l'étendue du territoire qu'elle recouvre, et par la finesse et le volume des données qu'elle permet de recueillir. Effectivement, c'était une initiative de la CCI de Lyon à l'époque qui avait créé cette toute première enquête ménage qui a vu le jour en 1973 sur notre territoire. Il s'agissait donc à l'époque de la toute première en France qui était entièrement dédiée à l'étude des comportements des consommateurs. Nous fêtons d'ailleurs cette année les 50 ans de cette enquête. Et aujourd'hui, dans ce contexte post-pandémique et inflationniste, elle démontre plus que jamais son utilité pour comprendre l'évolution des modes de consommation, les nouvelles tendances et leur impact sur le tissu économique local. Et puis, en deuxième, cette enquête est également un outil de pilotage et de prise de décision pour les collectivités, tous les acteurs économiques du territoire, les commerçants, les unions commerciales. Les résultats que nous annonçons vont influencer les prises de décision de tous ces multiples acteurs, y compris politiques et économiques, dans les 5 années à venir. C'est un objectif de revalorisation et d'équilibre de l'appareil commercial. Nous sommes associés de longue date dans ce projet avec de nombreux partenaires et je les en remercie. La métropole de Lyon, la ville de Lyon, le département du Nouveau-Rhône, la CCI Beaujolais, la Chambre de métiers de l'artisanat de Lyon-Rhône, les 3 syndicats mixtes qui sont porteurs d'un SCOT pour l'agglomération lyonnaise, le CEPAL, le Beaujolais et l'Ouest lyonnais qui nous ont rejoints ces dernières années. Pour cette édition, nous avons également eu le soutien des EPCI du Nouveau-Rhône, ainsi que Citral Mobilité et dans le cadre de France Relance, la préfecture Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Et sans plus attendre, je vais passer la parole aux collaborateurs de la CCI et j'en profite pour les remercier très fortement pour tout le travail effectué et remercier tous nos partenaires pour nous maintenir en tant que Métro 2 pour cette enquête. Et donc, je remercie particulièrement Gaël Bonnefoy-Cudras et David Poudret. Merci et puis bon webinaire à toutes et à tous. Bonjour à tous. Quelques éléments d'organisation par rapport à ce webinaire. Nous sommes ensemble pour une heure et quart. Je vous précise que vos sons et vos caméras sont coupés. Si vous voulez poser des questions, vous avez un petit module questions sur le bandeau de droite. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On essayera d'y répondre dans le courant de la présentation où on prendra 2 ou 3 questions à la fin et puis si on n'a pas vraiment le temps, on pourra vous répondre par la suite. Donc, je suis Gaëlle Bonnefoy-Cudras, je suis chef de marché collectivité territoriale à la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Pour ce webinaire, nous sommes plusieurs intervenants représentants des différentes structures partenaires. Yann Jiquel, qui est chef de projet urbanisme commercial à la métropole de Lyon, Pierre-Alexandre Leguerne, chargé de développement économique à la Chambre de métiers de l'artisanat Lyon-Rhône, David Poudret, conseiller en urbanisme commercial à la CCI, et Stéphane Sanduy, chargé de mission urbanisme commercial à la ville de Lyon. Alors, ce matin, dans ce webinaire, nous allons aborder un certain nombre de thématiques qui reprennent les principaux résultats de cette 11e enquête consommateur. Nous allons parler potentiel de consommation, évolution de la consommation. Nous allons décrypter les comportements d'achat des habitants de la région sur les achats alimentaires et non alimentaires. Nous allons parler d'équilibres territoriaux, de mobilité des consommateurs et enfin,
d'activité commerciale et d'équilibre, de hiérarchie des polarités commerciales. On va vous préciser quelques éléments méthodologiques par rapport à cette 11e enquête consommateur. Je vous rappelle que les enquêtes consommateurs nous permettent de savoir qui consomme où et combien. Elles s'attachent à mesurer les évolutions des comportements d'achat des habitants du territoire. Nous avons éprouvé cette méthodologie depuis le début des enquêtes en 1973. Nous sommes associés pour cette enquête avec un prestataire qui s'appelle AID Observatoire, qui nous suit depuis le début de ces enquêtes. Alors, quelques éléments quantitatifs par rapport à cette enquête. Cette 11e enquête porte sur un échantillon représentatif de 17 300 ménages, sélectionnés sur la base de quotas sociologiques et géographiques, de façon à représenter fidèlement la population. Notre zone d'enquête a été découpée en 214 secteurs géographiques. Les ménages ont été interrogés par téléphone, mais aussi pour la première fois sur les réseaux sociaux. Les ménages sont interrogés sur les achats qu'ils ont effectivement réalisés. Cette enquête a été réalisée entre mars et juillet 2022. Les ménages sont interrogés sur la base d'une question type « Où avez-vous fait votre dernier achat ?» qui décline sur 16 produits alimentaires, 26 produits non alimentaires et 3 prestations de services, donc au total 45 produits couverts. Principalement, c'est effectivement sur les produits de consommation courante, donc on ne couvre pas dans cette enquête tous les pans de la consommation. Au total, nous avons pu recueillir 285 000 actes d'achat qui constituent une base de données particulièrement riche. Et en complément, nous avons également réalisé une enquête qualitative entièrement sur les réseaux sociaux auprès de 5000 internautes. Cette enquête portait sur des questions d'opinion, notamment des critères de choix dans la consommation, les circuits courts, la restauration, le vrac, donc toutes les nouvelles tendances. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que cette enquête est réalisée au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes par toutes les CCI. Donc, on va avoir des points de référence et de comparaison sur le territoire pour mettre en perspective les résultats de la région lyonnaise avec les autres territoires. Et puis, vous rappelez aussi les enjeux de cette enquête, à quoi elle va servir cette enquête. Elle va nous permettre de poursuivre la mesure des grandes tendances d'évolution de la consommation et leur déclinaison locale. Elle nous permet aussi, bien sûr, de mesurer l'impact structurel de la crise Covid sur les comportements de consommation, de mieux mesurer le poids de la consommation responsable, d'évaluer la politique mise en œuvre par les collectivités dans le cadre de leur stratégie d'aménagement commercial et de mesurer aussi la place prise par les nouveaux pôles commerciaux. Juste pour vous préciser le périmètre de cette enquête, donc région lyonnaise, elle couvre tout le Rhône et déborde aussi dans l'Ain, l'Isère et la Loire, soit un territoire de 40 à 60 km autour de Lyon, qui compte environ 2,6 millions d'habitants et 1,2 million de ménages. Ce périmètre rend compte de l'attraction des principaux pôles commerciaux de l'aire urbaine lyonnaise, y compris ceux qui sont situés en bordure du département. Ce périmètre, je vous le rappelle, est découpé en 204 secteurs géographiques regroupés en bassins de vie, qui va nous permettre d'avoir une analyse territoriale des résultats assez fine au niveau des communes et bien sûr de leur regroupement. Par exemple, sur Lyon, on va avoir une cinquantaine de secteurs. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on peut faire des exploitations assez précises. Voilà pour les éléments de méthodologie de cette enquête. Je laisse tout de suite la parole à David Paudret pour la suite de la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je vais commencer pas par vous donner des chiffres vraiment sur le territoire, mais évoquer quelques éléments cadres qui permettent de comprendre aussi les éléments qu'on va vous présenter tout à l'heure.
Rappelez quand même que depuis 50 ans qu'on réalise ces enquêtes, on a eu des modifications au fur et à mesure des enquêtes, mais c'est la première fois vraiment que l'on a une rupture dans la consommation, de vrais changements de consommation sur ces 5 dernières années, notamment liés aux différentes crises successives depuis 2017, date de la dernière enquête, mais là surtout depuis 2020. Je pense notamment à la crise sanitaire, bien évidemment, avec l'impact que ça a eu sur quand on dit crise sanitaire, c'est aussi le télétravail, sont aussi les fermetures administratives de certaines typologies de commerce, donc qui ont induit aussi des modifications dans les comportements. Crise environnementale, que ce soit dérèglement climatique ou biodiversité, qui ont eu aussi un impact et une prise de conscience sur les consommateurs, notamment en termes de sobriété, de réparation, seconde main, etc. Mais ça, on y reviendra dans le détail tout à l'heure. Crise inflationniste, alors même si Gaël l'a rappelé tout à l'heure, on était au début de la crise inflationniste, hein, finalement, quand on a interrogé les ménages, mais on avait quand même, on percevait déjà ces évolutions. Alors, juste en parallèle, en février février 2023, cette fois-ci, il y a 2 mois, on a réinterrogé les ménages sur l'impact de l'inflation sur leurs dépenses de consommation. Il faut savoir que 85% des répondants disent avoir modifié leur façon de consommer. Alors, ça se traduit par soit du moins consommé, ça peut être limiter les déplacements, de la recherche de produits moins chers, de la seconde main également. Donc, vous voyez, ça a aussi un impact et forcément, c'est un arbitrage sur les produits de consommation courante. Et puis, là, on est moins dans la crise, mais l'évolution technologique également. Aujourd'hui, 9 Français sur 10 ont un smartphone. Le e-commerce a fortement progressé et le e-commerce via le smartphone a fait aussi que l'on consomme différemment. On a l'arrivée de l'intelligence artificielle qui risque aussi d'accentuer ces modifications. Donc, vous voyez des changements sociétaux profonds qui ont un impact sur la consommation, qui eux ont eux-mêmes un impact sur les stratégies des professionnels, donc c'est-à-dire sur l'offre, ça agit forcément sur l'offre avec une diminution notamment des formats de distribution et donc un impact sur le territoire. Donc ça me semblait important quand même de le rappeler en introduction, ça permet de mieux comprendre les chiffres que l'on va vous présenter tout à l'heure. Alors, quand on parle de consommation courante, donc nous, ce que l'on étudie, ce sont on va dire les deux sur ces diagrammes, les deux données en bleu qui sont au pied du diagramme. Donc tout ce qui est consommation courante, à la fois de produits alimentaires et de produits non alimentaires. Donc là, si on regarde si on fait un parallèle entre 91 et 2021, donc sur une période de 3 décennies. On voit que la consommation courante, finalement, dans la part globale de ce que dépensent les ménages tous les mois, diminue de 7 points. Donc, on passe de 39% des dépenses à 32% des dépenses. Alors, en données brutes, on est quand même sur une évolution de la consommation hein, sur ces 30 dernières années. Il faut savoir que l'évolution de cette consommation courante est 2 fois moins rapide que l'évolution globale du budget des ménages. Alors, évolution qui a été prise notamment, vous voyez, hein, dans le graphique, par le logement qui, lui, a progressé de 7 points sur cette même période. Donc, les 7 points que l'on dépense en moins en consommation courante, finalement, on les dépense dans le logement et tout ce qui est en lien avec le logement, donc tout ce qui est dépenses d'énergie notamment. Sur le budget donc des consommations courantes, on voit qu'il y a une variation là entre 2007 et 2022. 2017 et 2022, on a une progression de la consommation en produits alimentaires, donc notamment absorbée par l'inflation, donc de pratiquement 400 €. Et à l'inverse, on est plutôt stable sur le non alimentaire avec au sein de la famille non alimentaire de grosses variations. L'équipement de la personne, donc tout ce qui est habillement, etc., on dépense pratiquement 200 € en moins par an sur cette famille d'activités. Et à contrario, on en dépense un petit peu plus sur tout ce qui est mobilier électro-déco, le bricolage, jardinage, encore une fois avec l'impact crise sanitaire qui a joué aussi sur ces familles d'activités, puisque le télétravail a fait que les ménages ont eu besoin de s'équiper, notamment en bureau, chaises de bureau, etc.
Il y a eu un boom de tout ce qui est jardinage aussi au moment des confinements. Alors, on était plutôt après sur un retour à la normale sur ces derniers mois, mais voilà, on a eu un impact favorable sur ces dépenses-là. Culture Loisirs, c'est une famille qui regroupe tout un tas de produits différents. Donc, on a aussi des variations à la fois au sein de cette famille. Culture Loisirs, on va être à la fois sur des biens culturels, et donc là où on est sur des dépenses à la baisse en physique, avec la dématérialisation de la musique, par exemple, ou la visio avec les abonnements Netflix, etc., qui ont fait qu'on achète moins de DVD, moins de CD aussi qu'il y a quelques années. Et puis, on englobe aussi tout ce qui est produits sportifs. Là, on a pour le coup une augmentation de la dépense. Alors, ça représente ce budget représente une augmentation entre 2017 et 2022 de 3%, d'augmentation vraiment par ménage, quand le potentiel global au niveau de la région lyonnaise augmente de 11%. Alors, qu'est-ce qui fait ces différences entre le 3% par ménage et le 11% au global? Tout simplement, c'est la démographie, pardon, qui fait que le nombre de ménages fait progresser mathématiquement les dépenses. On entend un micro, peut-être. On entend des bruits. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'avais même pas vu. Il a pas vu. Vous coupez les micros. Parce que là, ça va devenir une obsession. Donc, je continue sur le détail par territoire. Donc, on est un petit peu sur la même tendance que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que par ménage, on a une évolution qui est à peu près similaire sur tous les territoires, et c'est en fait, ce sont la démographie, c'est la démographie qui a fait que certains bassins progressent plus vite que d'autres en évolution de dépenses globales. Notamment sur les bassins qui sont à l'ouest de la métropole. Et au sein de la métropole, on était plutôt sur l'est de la métropole, donc tout ce qui est autour de Bron, Saint-Priest, Dessines, Mézieux, etc. Là, on a des progressions aussi globales qui sont un peu plus importantes. Je laisse la parole à Pierre-Alexandre et Stéphane pour les dépenses alimentaires. Merci David pour ces éléments. Du coup, on peut passer directement. Merci sur une première donnée qui est importante, c'est l'évolution sur les différentes formes de distribution qui se sont observées en alimentaire, encore une fois, sur cette dernière enquête. Alors, sur cette slide et sur un certain nombre d'autres suivantes, j'en profite pour préciser, on va parler d'emprise. L'emprise, c'est la part d'un potentiel de consommation globale, et on va vous décliner sur les différentes formes de vente en alimentaire, mais aussi tout à l'heure en non alimentaire. Là, on observe sur 3 formes de vente relativement intuitives qu'on connaît. Les grandes surfaces d'un côté, donc les grandes surfaces, donc commerce de plus de 300 mètres carrés de surface affectée à la vente. Les commerces de moins de 300 mètres carrés et les marchés et halles. Et le premier constat marquant, c'est une perte d'emprise toute relative, 4 points de la grande distribution, mais quand même, enfin des grandes surfaces, pardon, passant de 73% d'emprise à 69%. Pour en face, un gain sur les commerces de moins de 300 mètres carrés de 17 à 19%. Et sur les marchés et halles qui gagnent un point d'emprise, mais je n'en dis pas plus, Stéphane vous détaillera ça bien mieux que moi. Ça, c'est une évolution globale. Si on creusait un peu derrière cette donnée-là, il y a bien évidemment des écarts qui s'expliquent notamment par CSP. On pourra
en reparler. Quand on rentre dans le détail des formats, quand on dit les grandes surfaces perdent un peu, les commerces de moins de 300 et les marchés gagnent un petit peu aussi, c'est quand même intéressant de rentrer dans le détail des formats. Et en faisant d'abord un petit arrêt sur image sur les formats de la grande distribution. Sur la grande distribution, aujourd'hui, on a un format qui est clairement en perte de vitesse. C'est pas exactement une nouveauté où on le sentait arriver, en tout cas on avait des signaux faibles. C'est les gros hypermarchés qui perdent très clairement. On a des formats dans la grande distribution qui se stabilisent, que ce soit les grandes surfaces spécialisées, les petits hypermarchés, les drives aussi qui arrivent finalement à un niveau relativement équivalent à celui de la précédente enquête. Et toujours sur la grande distribution, par contre, des formats qui ont clairement gagné. Le format supermarché qui gagne clairement et les hard discounters en alimentaire qui sont également très présents. Ça, c'est pour la grande distribution. La vente en ligne gagne aussi sur l'alimentaire. Et puis, on l'a évoqué tout à l'heure, le commerce non sédentaire et le commerce de moins de 300 mètres carrés qui gagne. Sur le commerce de moins de 300 mètres carrés, juste quelques éléments de détail. Toutes les activités, en fait, ne gagnent pas de la même manière du tout. Je rentre pas dans le détail, mais on sait que des activités type primeur, caviste, crémier fromager ont clairement gagné en emprise. D'autres activités, c'est un peu plus compliqué, je pense notamment aux bouchers et surtout aux boulangers, dans un contexte où les acteurs de la grande distribution sont très présents sur le pain, dans la mesure où on peut acheter sa baguette à la caisse dans une enseigne bio ou une autre, etc., etc., etc. Donc, tout est à nuancer en fonction des produits. Je te laisse la main, Stéphane, sur les marchés forains. Merci Pierre-Alexandre. Donc, pour faire la transition, effectivement, donc les marchés, c'était plutôt un format gagnant. C'est un chiffre d'affaires généré qui est de 580 millions d'euros, soit une progression. On est vraiment sur une progression qui est dans la dynamique puisqu'on progresse de 23% depuis 2017. Et cela représente très concrètement 8% de part de marché et près de 11% pour Lyon et Villeurbanne spécifiquement. Donc même si on note une légère baisse sur le secteur fruits et légumes, ça reste le produit phare sur les marchés forains. Et on constate également donc un développement significatif pour les secteurs d'activité qui sont la viande et les produits laitiers. Si on s'intéresse maintenant donc au top 5 des marchés de la région lyonnaise, donc sans surprise, il n'y a pas de changement dans la hiérarchie. Donc les marchés de la Croix-Rousse sont en première position avec un chiffre d'affaires généré qui est de 32 millions d'euros. Puis ensuite, donc les marchés du Quai Saint-Antoine avec 19 millions d'euros générés. Et puis on va retrouver donc les marchés du 8e, donc le marché de Montplaisir, qui représente 18 millions d'euros de chiffre d'affaires généré. Et ensuite encore donc le marché de Villeurbanne Grand Clément pour un chiffre d'affaires de 16 millions et le marché de Villefranche-sur-Saône sur un chiffre d'affaires généré de 15 millions d'euros. Donc on n'a pas forcément d'évolution significative donc sur les marchés d'après-midi. Si l'on passe maintenant donc sur la partie un peu plus qualitative de l'enquête, on constate donc les nouvelles tendances de consommation. On a une consommation qui est un peu plus respectueuse. Et depuis 3 ans, les habitudes des habitants de la région lyonnaise ont quand même fortement évolué. Et de manière un peu plus générale, on va dire qu'ils plébiscitent une consommation qui est un peu plus respectueuse, à la fois de l'environnement, de leur bien-être, mais aussi de leur budget.
et encore un peu plus, donc ce qui est accentué avec l'inflation, comme ça a été décrit tout à l'heure. Si l'on fait un petit focus par rapport aux produits bio et on s'intéresse donc aux premiers chiffres, on constate que 83% en fait des ménages déclarent faire des achats bio en 2022, alors qu'ils étaient à peu près 61% il y a 5 ans à faire de même. Donc c'est des chiffres qui sont corroborés également donc par l'agence bio, puisqu'en 2021, plus de 9 Français sur 10 déclaraient avoir acheté ou enfin consommé des produits biologiques. Alors ensuite, la répartition donc de ces achats elle se fait de manière assez simple, puisque les ménages qui dépensent 1 euro vont dépasser 1 euro sur 2 donc dans les hyper, les supermarchés et le hard discount. Et puis on va avoir donc une dispersion, comme on l'a dit, des nouvelles tendances de consommation responsable, mais le bio va quand même rester un repère de la transition alimentaire. Sur les 24%, donc, qui est un focus sur le vrac, on constate que les consommateurs ont de plus en plus une appétence pour l'achat de produits en vrac. Et on va avoir 24% des consommateurs qui vont dire le privilégier lorsqu'ils réalisent leurs achats. Et ce taux va même monter à 26% pour les Lyonnais et les Villeurbanais. Donc on constate également donc, sur ces achats en vrac que 8 consommateurs sur 10 vont réutiliser leurs contenants lorsqu'ils vont réaliser leurs achats en vrac. Donc les produits qui sont les plus achetés et qui sont plébiscités par les consommateurs sur le vrac sont les biscuits, les céréales, les pâtes et le riz. Ensuite, si on s'intéresse donc aux produits locaux, on constate que 3 consommateurs sur 4 disent privilégier les produits locaux. Et même pour un consommateur sur 5, l'achat de ce type de produit est même automatique. Alors, quand on pense produit local, ce sont surtout les fruits et légumes qui est le produit phare et qui sont plébiscités à 94%. Et puis, on va avoir la viande, les volailles, mais aussi le fromage et les produits laitiers à 55%. Important à noter, donc, c'est que les marchés non sédentaires restent le premier lieu de consommation des produits locaux, puisque plus de la moitié des répondants en fait citent en fait le marché non sédentaire pour ce type d'achat. Et on va avoir un tiers qui va être plutôt orienté donc sur les grandes et moyennes surfaces généralistes, qui sont également des lieux où on peut acheter ce type de produit. Merci Stéphane. Alors sur les achats non alimentaires, je reprends le même graphique que vous avez présenté Pierre-Alexandre tout à l'heure. Pardon, mais donc là sur uniquement les achats non alimentaires, vous voyez une forte variation aussi entre 2017 et 2022 qui a finalement une accélération par rapport à ce qu'on avait perçu en 2017. Donc les grandes surfaces restent le format de distribution majoritaire privilégié avec plus de 52%, donc plus d'un achat sur 2 réalisé dans les grandes surfaces, donc plus de 300 mètres carrés. Par contre, on a une très forte progression, donc on double les achats de vente à distance sur la période, donc on passe de 11 à 22%. Alors, autant en 2017, ça se faisait, donc l'augmentation de 3 points sur les achats de vente à distance était effectuée au profit des grandes surfaces. Autant cette fois-ci, les petits commerces étaient restés stables, autant cette fois-ci, la vente à distance récupère des parts de marché à la fois sur les grandes surfaces, mais aussi sur le petit commerce, et notamment sur le petit commerce. Donc là, il y a une vraie évolution. On n'est pas loin du croisement des courbes. Alors, on ne sait pas si cette évolution va perdurer ou on ne sait pas si la vente à distance va atteindre un plafond de verre. On aurait tendance ces derniers mois à croire que la vente à distance serait arrivée à un plafond. Mais on ne sait pas si ce plafond va être stable à 22%, à 25% ou à 30%. Donc voilà, est-ce qu'on est sur un début de tendance ou sur une fin de tendance? On ne sait pas. En tout cas, on est sur une accélération sur ces 5 dernières années. Alors, Internet, qu'est-ce que ça représente sur notre agglomération? Donc, c'est 1,6 milliard, plus d'1,6 milliard dépensé par les habitants de la région lyonnaise.
À titre de comparaison, il y a 5 ans, on disait que le e-commerce représentait l'équivalent de Pardieu ou de Presqu'île. On était à peu près sur ces ratios-là, on était entre 700 et 800 millions d'euros. Aujourd'hui, on n'est pas sur Pardieu ou Presqu'île, on est à Pardieu plus Presqu'île. Donc, ça montre un petit peu cette évolution que l'on a, cette appétence sur le e-commerce. Donc là, je l'ai dit, hein, une augmentation de près de 12 points, donc un doublement du format Internet. Alors, si on regarde en détail sur les taux de pénétration de la vente en ligne par produit et ses évolutions. Alors, bon, premier constat, mais ça, vous vous en doutez, la vente en ligne progresse sur tous les produits. On avait des produits où historiquement, on était haut il y a 5 ans, de type électroménager, de type TV, IFI. Donc là, on a continué de progresser et sur des variations qui sont très fortes. Et puis, on avait des produits que l'on soupçonnait moins. On se disait acheter ses vêtements sur Internet en ligne il y a 10 ans ou même il y a 5 ans. On ne pensait pas que ça prendrait autant d'ampleur. Donc ça, il y a une vraie surprise. Il y a une vraie surprise sur ces produits-là notamment, sur tout ce qui est donc prêt-à-porter, les chaussures également. Donc voilà, l'équipement de la personne a vraiment progressé en e-commerce et ça, on n'était pas sur des produits qui instinctivement, on ne pensait pas que ça progresserait à ce point-là. Sur la seconde main, je laisse Pierre-Alexandre dire un petit mot. Oui, rapidement, et pour éviter de redire ce que vous avez en présentation. Alors, le volume aujourd'hui, c'est 138 millions d'euros, ce qui, dans l'absolu, n'est pas énorme. Par contre, la donnée qu'il faut vraiment bien retenir, c'est que ce marché, il a été multiplié par 5 depuis 2017. Donc, on est sur quelque chose qui est clairement exponentiel et qui est intéressant dans la mesure où il traverse une certaine diversité de profils sociologiques. On achète en seconde main par conviction, on achète en seconde main par goût avec le vintage, on achète aussi en seconde main pour des raisons de contraintes de budget. Donc finalement, en termes de motifs d'achat, aujourd'hui, ils sont suffisamment nombreux sur la seconde main pour expliquer cette croissance exponentielle. Après, il y a une autre donnée qui est importante. Bien évidemment, le marché de la seconde main, on a tous en tête les grosses plateformes, Vinted, Le Bon Coin, etc. pour réaliser ce type d'achat. Ceci dit, les données d'enquête nous montrent que c'est 4 personnes sur 10. Sur ces 4 personnes sur 10, vous voyez d'ailleurs qu'il y a une grosse part, pour faire le lien avec ce que disait David précédemment, sur les vêtements, mais pas que. Il n'y a pas que des vêtements. Et moi, la donnée que je trouve vraiment intéressante, c'est que 4 personnes sur 10 utilisent les plateformes web pour site d'achat, ce qui veut dire qu'il y a de la place pour les 6 autres sur 10, notamment vers du commerce physique qui s'orienterait vers la seconde main et vers tous les métiers aussi qui viennent recréer de la valeur sur des biens d'occasion. Hier, une activité de cordonnerie, une activité de réparation, une activité de couture, c'était un peu anecdotique dans un linéaire commercial. Et ben avec ces tendances, finalement, on se rend compte que c'est des activités, et plus largement pour toutes les activités de la réparation, de la recréation de valeur et de l'upcycling, on s'aperçoit que finalement, il y a un enjeu stratégique autour de ça. Concernant les équipes territoriaux, alors là, on vous a expliqué un petit peu comment évoluer les dépenses. Quel est l'impact sur le territoire de ces grandes tendances? Alors, tout d'abord, au niveau consommation alimentaire, au niveau de la consommation alimentaire, on est sur un recentrage de la consommation sur les bassins de vie. C'est-à-dire qu'en gros, on achète plus près de chez soi sur les produits alimentaires. Pour donner un petit peu une explication sur ces cartes, si je prends par exemple sur Lyon, on est à 79%, c'est-à-dire que 79%
des habitants de Lyon vont consommer leurs produits alimentaires sur Lyon. Et donc, on est sur des variations qui sont plutôt à la hausse ou stables sur les différents bassins de la métropole ou hors métropole. Donc, on est avec des taux qui sont quand même relativement importants. Donc là, on achète plus près pour résumer, on achète plus près de chez soi les produits alimentaires. Sur le non alimentaire, là, on a un rééquilibrage entre ce qu'on appelait les pôles d'agglomération ou pôles régionaux et les pôles qui sont plus de proximité. Mais ça, Yann reviendra tout à l'heure sur le détail des différents pôles. Alors, au profit de quoi? Alors, au profit du e-commerce, tout d'abord. Je vous rappelle, le e-commerce, on double la part de marché du e-commerce, donc forcément, ça prend sur le commerce physique, à la fois les grandes surfaces, les petits commerces, donc sur l'ensemble du territoire. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a 5 ans, le e-commerce s'adressait, on avait des taux de pénétration du e-commerce qui étaient plus forts quand on était loin d'une offre commerciale. C'est-à-dire que pour résumer, si on était plus consommateur du e-commerce, si on habitait sur des secteurs plus ruraux, plus reculés, plus loin de l'offre commerciale, à contrario, un Lyonnais consommait moins en part de dépenses sur le e-commerce parce que l'offre était à disposition au pied de chez lui. Ça, cette variation-là, enfin ces différences-là, on ne l'a plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on soit lyonnais, qu'on habite dans un village de seconde couronne périurbaine, etc., tout le monde consomme sur Internet à peu près sur des taux équivalents. C'est aussi le cas par âge. C'est-à-dire que même si on a quelques variations, les jeunes consomment davantage sur Internet que les actifs qui consomment eux-mêmes davantage sur Internet que les personnes âgées. Mais on est sur des taux qui avoisinent les 20%, même chez les personnes âgées, donc enfin les plus de 60 ans, pardon. Donc, on est sur des taux quand même qui sont importants, quel que soit le territoire, quelle que soit la classe d'âge. Donc, forcément, ça récupère des parts de marché, le e-commerce récupère des parts de marché sur les pôles, les différents pôles d'agglomération, d'autant plus sur les pôles qui avaient une offre forte sur les produits qui sont les plus concurrencés aujourd'hui sur le e-commerce, que ce soit l'équipement de la maison, l'équipement de la personne, les produits culture loisirs. Donc là où on avait une offre très développée sur ces produits-là, bah forcément, quand le e-commerce progresse et récupère des parts de marché sur le commerce physique, ce sont les commerces physiques qui étaient spécialisés, les territoires qui étaient spécialisés dans ces produits-là qui perdent le plus. Les pôles de proximité également se sont renforcés, notamment autour du jardinage. On a de plus en plus d'enseignes de jardinage qui sont venues mailler le territoire. Donc là aussi, on a un rééquilibrage au profit des bassins de vie, plus de proximité liée à l'offre qui s'est développée aussi sur ces secteurs. Sur la mobilité, alors je ne vais pas vous présenter tous les chiffres, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une baisse de l'usage de la voiture, même si elle reste encore supérieure à 59% sur le périmètre global. Si on fait un focus sur le périmètre du CEPAL, qui concerne à la fois la métropole, la communauté de communes du Pays de Lauzon et la communauté de communes de l'Est lyonnais, donc qui mixe un petit peu de l'urbain et du périurbain, on est à moins de 50%, on est à 48% d'achats réalisés en voiture. Donc là, on a une forte baisse, on perd sur tous les territoires, au profit à la fois de la marche à pied, notamment parce que sur l'alimentaire, on consomme davantage près de chez soi, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc ça fait le parallèle, tout ça c'est lié. Et puis de ce qu'on appelle la vente sans déplacement ou vente en ligne. Alors attention, c'est pas parce qu'on achète en ligne qu'on se fait livrer qu'il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de déplacement pour le consommateur. Par contre, ça pose de nouvelles problématiques sur la logistique notamment, et donc sur l'approvisionnement du produit entre des plateformes logistiques et le consommateur. Mais en tout cas, le consommateur se déplace moins globalement pour consommer. Et je laisse la parole à Yann sur l'activité commerciale et les évolutions sur la métropole. Oui, merci David. Effectivement, pour ce qui est d'activité, quand on parle d'activité commerciale, on parle essentiellement de performance des équipements commerciaux et des polarités commerciales de ce territoire.
Alors, il y a plusieurs choses à retenir. D'une part, une approche un peu globale des choses transversales sur l'ensemble du territoire d'études, et puis après, un focus un petit peu par grande catégorie de polarité commerciale. Pour ce qui est de la lecture générale des choses, ce qu'il faut retenir notamment, c'est qu'on a en 2022 un chiffre d'affaires de l'ensemble des commerces qui approche à peu près les 13 milliards d'euros, dont un peu moins de 8 milliards là-dessus pour les commerces de la métropole de Lyon et un peu plus de 2 milliards pour ceux du reste de Nouveau-Rhône. Petite précision méthodologique, quand on parle de chiffre d'affaires ici, et les chiffres qui sont présentés concernent uniquement les commerces de détail. Ne sont pas inclus ici les chiffres d'affaires des activités de restauration, des activités de services, de loisirs, ainsi que les apports touristiques. Pour ce qui est des tendances en fait d'évolution de ce chiffre d'affaires, bon, globalement, on reste sur une progression des performances globales de l'activité commerciale entre 2017 et 2022, de l'ordre de plus 6%, ce qui représente à peu près 720 millions d'euros de dépenses supplémentaires captées par les commerces physiques du territoire. Néanmoins, on peut constater que si on regarde les choses plus finement par grande catégorie de produits, les dynamiques sont assez hétérogènes. Cette progression, elle est effectivement essentiellement portée par le marché alimentaire, plus 12% environ de chiffre d'affaires pour les commerces alimentaires, ainsi que sur le secteur du bricolage-jardinage, plus 18% de croissance de chiffre d'affaires. En corollaire, on a des baisses par contre de chiffre d'affaires sur des secteurs d'activité tels que l'équipement de la personne ou encore le culture loisir, et ça découle de tout ce qui a été présenté jusqu'à présent, notamment sur les grandes tendances nationales d'évolution de la consommation et qui mécaniquement font que en termes de chiffre d'affaires, cette typologie d'activité perdent effectivement de la consommation. Ce qu'il faut noter également de manière globale, c'est le parallèle entre ces tendances d'évolution de chiffre d'affaires, plus 6%, et l'évolution du potentiel de consommation des ménages, qui a été évoqué tout à l'heure, plus 11%. On a donc un chiffre d'affaires qui évolue moins vite que le potentiel de consommation, notamment en matière non alimentaire. Et ce qui signifie très clairement que là qu'on voit bien l'impact notamment du e-commerce, hein, c'est-à-dire que les ménages consomment plus, par contre, ils consomment pas forcément autant que précédemment dans les commerces physiques non alimentaires, parce qu'une grande partie désormais de leur consommation se fait sur le e-commerce. Autre effet, sans doute, c'est l'attractivité renforcée de polarité qui se situe aux franges du territoire métropolitain. On a pu constater ces dernières années des développements commerciaux sur l'agglomération stéphanoise, par exemple, sur l'est de la métropole lyonnaise, et on peut notamment évoquer des polarités telles que le site The Village à Villefontaine, ou encore sur le nord de l'agglomération, sur la polarité de Villefranche. Tout ça, ça participe effectivement à ce que le chiffre d'affaires du commerce métropolitain évolue moins vite que les dépenses des ménages qui y résident. Si on regarde les choses de manière plus territorialisée, on se rend compte que les évolutions démographiques, mais les évolutions également de comportement de consommation des ménages ont un impact direct sur les niveaux d'activité des différentes polarités, avec toutefois des tendances assez différenciées selon les catégories de polarité, notamment selon leur taille, selon leur composition commerciale et leur localisation. Dans un premier temps, il faut noter qu'en matière de hiérarchie commerciale, les choses évoluent très légèrement. On a toujours deux grandes polarités d'envergure régionale qui structurent le territoire d'enquête. C'est la presqu'île de Lyon et c'est le centre commercial de la Part-Dieu. Ces deux premiers pôles qui sont historiquement toujours les deux premiers pôles commerciaux, n'ont pas changé dans la hiérarchie commerciale. Leur chiffre d'affaires reste à peu près équivalent l'un vis-à-vis de l'autre, et pris ensemble, ils représentent à eux deux environ 10% du chiffre d'affaires global des commerces de la région lyonnaise. Donc ça reste quand même des poids lourds dans l'armature commerciale du territoire, que ce soit de la métropole, mais plus globalement de la région lyonnaise. La nouveauté, c'est qu'on a une polarité qui gagne dans
dans cette hiérarchie, c'est la polarité qu'on appelle Lyon rive gauche, donc qui regroupe notamment les secteurs du 6e arrondissement de Lyon et l'ouest du 3e arrondissement, donc le cours de Liberté, les avenues Foch, Saxe-Gambetta, etc., qui effectivement ont gagné du chiffre d'affaires ces dernières années fortement et qui se positionnent comme la 3e polarité en termes de poids de chiffre d'affaires sur la région lyonnaise. Et puis à noter également la forte croissance, mais qui est très fortement liée à l'arrivée de 2 activités majeures sur ce site, la très forte croissance du secteur de Vénissieux, Nord Vénissieux, donc Vénissieux Grand Paris, avec l'implantation depuis 2017 des enseignes Ikea et Leroy Merlin en relocalisation depuis Porte des Alpes. Si on compare un petit peu les dynamiques par grande catégorie de polarité commerciale entre 2017 et 2022, on note des tendances assez différentes. On a d'une part une logique à la baisse sur les 2 grandes polarités régionales de la Part-Dieu et de la Presqu'île. Elles restent numéro 1, néanmoins leur chiffre d'affaires est à la baisse, chiffre d'affaires des commerces encore une fois. Alors plusieurs éléments d'explication sans doute qui se croisent. D'une part, ce sont des polarités qui sont fortement structurées par l'équipement de la personne, par le prêt-à-porter. On l'a vu tout à l'heure, le secteur du textile reste quand même le secteur sur lequel les diminutions de consommation, tendance nationale là encore, sont les plus marquées. Donc mécaniquement, sur des polarités où cette offre représente l'essentiel de l'armature commerciale, l'impact direct sur le chiffre d'affaires des activités s'en ressent. Par ailleurs, ces activités sont également celles qui sont fortement touchées par la croissance du e-commerce. Le e-commerce était 9% en 2017 sur le prêt-à-porter, c'est désormais 28% de part de marché. Autre élément, sans doute, le développement du télétravail suite à la crise sanitaire qui touche fortement des sites qui sont des gros pôles d'emploi et des gros pôles d'emploi actifs tertiaires. Et le fait également que les zones de chalandise de ces polarités se soient légèrement rétrécies sous l'impact notamment des renforcements sur d'autres sites aux franges de la métropole. Enfin, ces 2 sites sont également sans doute marqués par une mutation de leur offre en matière de composition. Elles perdent du chiffre d'affaires sur le commerce de détail. Elles ont sans doute gagné du chiffre d'affaires par contre sur la restauration, qui est un secteur d'activité qui s'est fortement développé. On le voit notamment sur le centre commercial de la Part-Dieu, où une part quand même significative du projet d'extension récente a porté sur ce volet-là. Donc il y a sans doute aussi des phénomènes de vase communicant entre les pertes de chiffre d'affaires constatées sur du commerce de détail, et donc qui apparaissent dans l'enquête ménage, et puis les gains en parallèle qui ont pu se faire sur d'autres secteurs d'activité, la restauration, on l'évoque, mais également peut-être les loisirs. Ce qu'il faut retenir enfin sur ces 2 polarités, c'est qu'on est sur une photographie des tendances au printemps 2022, à nuancer un petit peu effectivement, puisque ces dernières depuis la fin 2022, on a des indicateurs qui semblent montrer que ces polarités ont repris du poil de la bête et ont effectivement fait une fin d'année, un début 2023 plutôt performant. Parallèlement à ça, autre élément important à retenir en termes de dynamique territoriale, c'est qu'on a également des grands sites périphériques qui connaissent des dynamiques à la baisse. Alors sans doute sur d'autres phénomènes que les 2 pôles dont tu viens de parler. Il faut noter que ces grands sites périphériques, ce sont ceux qui sont structurés par les grands hypermarchés. Qui représentent en moyenne plus de 50% de leur chiffre d'affaires de ces polarités. Et ces gros hypermarchés, on l'a vu également tout à l'heure, ce sont les équipements commerciaux qui sont en perte de vitesse également en matière alimentaire. Donc mécaniquement, des hypermarchés qui perdent du chiffre d'affaires et qui représentent une part importante du chiffre d'affaires de ces polarités, ça fait au global des polarités qui perdent effectivement du chiffre d'affaires parce qu'en matière alimentaire, elles perdent des parts de marché à l'échelle du territoire métropolitain. Enfin, élément plus inverse, plus positif, ce sont les dynamiques plus positives effectivement qu'on note sur d'autres catégories de polarités. Les polarités gagnantes des dernières années, ce sont d'une part les centralités secondaires de la région lyonnaise,
qu'on retrouve dans l'U-Intramuros, qu'on retrouve à Villeurbanne, qu'on retrouve en première ou en deuxième couronne. On peut citer des polarités, des centralités structurantes sur notamment l'Ouest lyonnais, Tassin, Oulin, sur des centralités un peu plus éloignées également, hein, hors métropole. Donc ces centralités secondaires qui sont structurées par une offre commerciale certes moins dense, mais relativement mixte, qui mêle à la fois de l'offre du quotidien alimentaire, commerce de bouche, etc., mais également de l'offre non alimentaire qui répondent à certains besoins occasionnels, se tirent leur épingle du jeu en termes de dynamique de chiffre d'affaires. Et c'est également le cas des pôles de bassin de vie, qui sont des pôles qu'on retrouve là aussi plutôt en première, deuxième couronne, pôles périurbains, qui sont structurés autour des enseignes alimentaires de taille moyenne, supermarchés, petits hypermarchés, et qui proposent également une offre en alimentaire de proximité sur des secteurs tels que le bricolage, le jardinage, etc. Donc finalement, là aussi, ça rejoint bien ce qu'on fait ressortir dans l'enquête, c'est les logiques aussi de recentrage en fait des consommations sur des territoires de proximité, plus proches des lieux d'habitat et sur des besoins qui sont avant tout des besoins effectivement relativement réguliers. Et qui viennent finalement apporter une réponse de proximité aux ménages. De manière globale, quand même, il faut retenir que sur les achats non alimentaires, ni ces centralités, ni les pôles de périphérie ne gagnent de part de marché. L'essentiel du potentiel de consommation supplémentaire en matière d'achat non alimentaire, c'est essentiellement la vente en ligne quoi qu'il arrive, qu'il récupère. Donc ça veut dire que ce phénomène-là est bien ancré et que aujourd'hui il est effectivement incontournable quand on parle de comportement et de performance de l'offre commerciale métropolitaine. Voilà pour la partie chiffre d'affaires. Des éléments de synthèse peut-être effectivement pour conclure cette réunion de la part de David. Merci Yann. Bon, alors à retenir, parce que c'est vrai qu'on vous a donné pas mal de chiffres, pas mal d'informations. Donc si on doit condenser en une slide ce qu'il est important de retenir, donc un potentiel de consommation qui est aujourd'hui soutenu grâce à la dynamique démographique. Donc c'est la démographie qui fait que le potentiel global augmente. On consomme plus près de chez soi en consommation alimentaire, donc sur les pôles de consommation, ce qu'on appelle les bassins de vie. En alimentaire, donc ça on le répète, mais le e-commerce qui double sa part de marché sur le territoire. Une progression modérée de l'activité commerciale en commerce physique, puisque la progression globale est accaparée en partie par le e-commerce. Un rééquilibrage de l'attractivité des pôles commerciaux de bassin de vie. Donc ça, on vous l'a rappelé avec Yann, hein, mais c'est vrai qu'on a une offre aussi qui s'est développée sur des polarités de bassin de vie qui ont permis aussi aux consommateurs d'avoir une offre plus près de chez soi. Qui traduit finalement, enfin, relation de cause à effet, mais on se déplace moins aussi en voiture, alors lié à cette offre qui s'est développée plus près de chez soi, lié aussi au télétravail qui fait que l'on se déplace un petit peu moins aussi, et lié au e-commerce qui fait qu'on n'a peut-être plus besoin de se déplacer si on peut se faire livrer un produit. Donc, tous ces éléments-là font qu'on se déplace moins en voiture et sur des déplacements moins longs. Et puis enfin, une consommation de plus éco-responsable. Donc là, qui traduit aussi une tendance. Donc ça, on l'a rappelé en début de présentation. Voilà. Gaël, si tu veux conclure sur la présentation, n'hésitez pas à poser des questions. Il nous reste un petit peu de temps. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci David, merci à tous nos intervenants partenaires. Juste préciser effectivement en conclusion de cette présentation que cet observatoire des comportements d'achat qu'on a constitué sur la région lyonnaise, il est au service des entreprises, hein, des commerçants, des porteurs de projets, des enseignes, mais aussi au service des territoires. Au service des collectivités locales. Donc, on a prévu un certain nombre d'outils dans le cadre du partenariat avec les différentes collectivités. On a prévu de constituer des fiches synthétiques
qui présente les principaux indicateurs de cette enquête par commune et par EPCI. Avec le département qui est aussi notre partenaire, on a prévu d'exploiter et de restituer des résultats à l'échelle du département. On peut effectivement, et on a déjà prévu de le faire, faire des exploitations spécifiques et des restitutions pour les communes et les communautés de communes, communautés de l'agglomération. Effectivement, cet outil, il vient alimenter la prise de décision des collectivités pour structurer la place du commerce dans la ville, dans le centre-bourg, pour réfléchir à des programmations commerciales en cas de projets urbains, pour aussi replacer le commerce dans les documents d'urbanisme. Cet observatoire, il vient aussi alimenter le diagnostic qu'on peut faire des forces et faiblesses du tissu commercial. Il vient aussi alimenter, notamment en ce moment, le CEPAL, le syndicat d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise, qui travaille sur son document d'aménagement commercial et logistique. Cet observatoire, il vient aussi alimenter les réflexions dans le cadre de schémas de développement commercial. Donc voilà, vous dire que cet outil que nous avons constitué avec l'ensemble des partenaires, il est maintenant pour les années qui viennent à votre disposition pour vous aider à prendre des décisions dans le domaine du commerce de proximité. Je vois toujours pas de questions. En tout cas, avec l'ensemble des partenaires que vous avez vus ce matin, nous sommes à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions. Toutes les informations que nous pouvons mettre à disposition du grand public sont sur le site enquête-consommateur.fr. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. On vous souhaite collectivement une bonne journée. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, David ? Oui, il y avait une question, excuse-moi. Il y a une question pour connaître la période de référence pour l'évolution des chiffres d'affaires de ces pôles commerciaux. Donc, la période de référence, nous, on a interrogé à la fois sur la base des comportements de consommation et des chiffres d'affaires réels sur 2022. Donc, l'évolution, c'est 2017-2022. Donc, toutes les périodes, enfin, toutes les évolutions que l'on présente sur cette étude, que ce soit à la fois en termes de consommation ou de chiffre d'affaires, on est sur cette période-là, 2017-2022. Merci pour cette précision, David. Pas d'autres questions? Non, j'en vois pas. On voit pas d'autres. Donc, on peut clôturer ce webinaire. Je remercie à nouveau Pierre-Alexandre Le Guern, Stéphane Sambuy, Yann Jekyll et bien sûr David et notre vice-président Régis Poli pour ce webinaire et pour l'organisation Sophie Busque qui nous a aidé à préparer ce webinaire. Merci à tous, très bonne journée. Merci à tous, au revoir. Très bonne journée. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir.